la définition du modèle OSI. Donc, l'abréviation, le mot OSI, c'est l'abréviation de Open System Interconnection. Donc, c'est un cadre conceptuel qui définit comment les systèmes réseau communiquent et envoient des données d'un expéditeur à un destinataire. Le modèle OSI est utilisé pour décrire chaque composant de la communication de données pour pouvoir établir des règles et des normes pour les applications et l'infrastructure du réseau. Ce modèle a été inclus dans la norme ISO 7489 et publié en 1984. Tu peux pas, oui, le slide suivant aussi. Donc, on va passer maintenant à l'importance du modèle OSI. Donc, si une personne n'arrive pas à se connecter à son ordinateur portable, à Internet, ou si un site web est neutralisé pour des milliers d'utilisateurs, le modèle OSI peut aider à résoudre le problème et en isoler la source. Si le problème peut être réduit à une couche spécifique du modèle, beaucoup de travail peut être évité. Là, actuellement, l'Internet moderne ne suit pas strictement ce modèle. Il suit plutôt la suite simplifiée de protocoles Internet, mais ce modèle est très important et très pratique pour dépanner les problèmes réseau. Donc maintenant, on va voir ensemble les 7 couches du modèle OSI. Ce modèle contient 7 couches qui s'empilent conceptuellement de bas en haut. Ce modèle décrit la transmission de données entre les machines en 7 couches successives numérotées de 1 à 7. Dans ce modèle, les données sont transférées d'un appareil émetteur vers un appareil récepteur. Donc, l'émission de données part de la couche 7 et traverse les couches de haut vers le bas pour arriver à la couche 1. Le contraire, pour l'appareil récepteur, pour la réception, les données doivent arriver sur la couche 1 et traversent successivement les couches 2, 3, 4, 5, 6 pour arriver vers la couche 7. Donc maintenant, on va voir ensemble chaque couche et les protocoles de chaque couche ensemble. Donc, on va commencer maintenant pour la couche application. Donc, la couche application se trouve en haut de la pile. C'est celle que voient la plupart des utilisateurs. Cette couche permet d'effectuer des opérations comme la messagerie électronique, la prise en charge des transferts de fichiers, les courriers électroniques, la navigation sur Internet et la possibilité d'imprimer sur un réseau. Donc, en fait, la couche application, c'est la couche la plus proche de l'utilisateur final. C'est la seule couche qui interagit directement avec les données de l'utilisateur. Par rapport au protocole de la couche application, donc les protocoles qui sont les plus utilisés, donc on a HTTP. Donc, HTTP, c'est l'abréviation de Hypertext Transfer Protocol. Donc, c'est le protocole utilisé pour transférer les données sur le site web. Deuxième protocole, c'est le FTP. Donc, FTP, ça signifie File Transfer Protocol. Donc, c'est un protocole utilisé pour transférer ou échanger les fichiers. On a aussi le DNS. Donc, DNS, c'est un service de traduction de domaine en adresse IP. Donc, DNS permet d'associer un nom compréhensible à une adresse IP. Donc, le DNS fonctionne comme un annuaire téléphonique en gérant le mappage entre les noms et les numéros. Le quatrième protocole qu'on va voir ensemble, c'est le Telnet. Donc, Telnet, c'est un protocole réseau qui nous permet de connecter un autre ordinateur à distance. Et cela, bien sûr, permet d'effectuer différentes actions dans ce système, comme si nous étions physiquement.
Maintenant, nous allons passer à la couche numéro 6, c'est la couche de présentation. Donc, cette couche, principalement, est responsable de la préparation des données afin qu'ils puissent être utilisés par la couche application. La couche de présentation est responsable de l'encodage et du décodage des informations afin qu'ils puissent être affichés en clair. Cette couche est également responsable de la compression et décompression des données lorsqu'ils passent d'un appareil vers un autre. La couche numéro 5, c'est la couche session. Donc, la couche session du modèle OSI est responsable de l'ouverture et de la fermeture et de la communication entre les deux appareils. Donc, l'intervalle entre l'ouverture et la fermeture de la communication est appelé session. Cette couche, c'est la couche qui garantit la session et qui garantit que la session reste ouverte suffisamment longtemps pour transférer toutes les données échangées, puis ferme rapidement la session afin d'éviter le gaspillage de ressources. Après ça, c'est la couche numéro 4, c'est la couche de transport. Donc, cette couche est chargée de la récupération de données de la couche de session et leur décomposition en morceaux appelés segments avant de les envoyer à la couche 3. Donc, ça, c'est sûr parce que les données, quand ils sont transférées sur un réseau, elles ne sont pas transférées en un seul paquet. C'est pour ça que ce sont décomposés en petits morceaux qui sont appelés segments. Donc, quand on parle de la couche transport, on va trouver que la couche transport a deux protocoles qui sont couramment utilisés. Le premier protocole, c'est le protocole qui est appelé TCP. TCP, ça veut dire Transmission Control Protocol. Pour le TCP, c'est un protocole de communication fiable et ça veut dire que les données transmises via TCP sont vérifiées à chaque étape pour s'assurer qu'elles sont correctes et complètes. TCP garantit la fiabilité de données en utilisant des numéros de séquence et des accusés de réception pour vérifier que toutes les données sont reçues sans erreur. Ça, c'est le premier protocole. Le deuxième protocole, comme on a déjà mentionné, c'est le UDP, donc c'est Datagram Protocol. C'est un protocole plus rapide, mais moins fiable, et ça ne fournit pas une garantie de livraison de données. Par la suite, on a la couche numéro 3, c'est la couche réseau. La couche réseau du modèle OSI, c'est une couche de routage qui coordonne les parties liées à la conversation de données pour s'assurer que les fichiers sont transférés. Donc, lorsque les données traversent différents réseaux, la couche réseau est chargée de créer de petits paquets de données acheminés vers leur destination, puis reconstruits sur l'appareil du destinataire. Donc, quand on parle de la couche réseau, on va trouver que la couche réseau a deux protocoles qui sont couramment utilisés. Donc, on a le protocole IPv6 et on a le protocole IPv4. Donc, par rapport au protocole IPv6, donc c'est le nouveau standard d'adressage d'Internet qui a été introduit pour remplacer le IPv4 en raison de pénurie d'adresses IP disponibles. Donc, l'adresse IPv6 utilise une adresse IP de 128 bits. Donc, ça offre également une meilleure sécurité en comparant avec l'adresse IPv4. Et si on parle de l'adresse IPv4, donc l'adresse IPv4, c'est une adresse IP de 32 bits, ce qui signifie qu'il existe seulement 4,3 milliards d'adresses IP disponibles. Donc ça, c'était suffisant bien sûr à l'époque, mais avec la croissance rapide de nombre d'appareils connectés à Internet, ça a causé une pénurie d'adresses IP.
Maintenant, on va passer à la couche numéro 2. Donc, la couche numéro 2, c'est la couche de liaison de données. Donc, c'est la couche de bas niveau du modèle OSI qui a pour rôle d'envoyer à la couche physique l'information reçue de la couche directement supérieure, la couche réseau. La couche liaison de données transforme les paquets reçus de la couche réseau en trame. Tout comme la couche réseau, la couche liaison de données est responsable de contrôler les erreurs et du flux pour garantir la réussite de la transmission. Donc, si on parle de la couche liaison de données, donc on va trouver que cette couche utilise plusieurs protocoles. Parmi les protocoles utilisés, c'est le Ethernet, les 3P et le protocole ARP. Donc, le protocole Ethernet, ce sont des normes utilisées pour les réseaux locaux LAN qui permet aux appareils de communiquer les uns avec les autres et de partager des informations. Le Ethernet est une technologie pour les réseaux de données câblés qui connectent les logiciels et les éléments matériels entre eux. Donc, Ethernet permet aussi l'échange de données entre les terminaux. Ça peut être ordinateur ou imprimante ou serveur de distribution. Donc, lorsqu'ils sont combinés dans un réseau local, ces appareils établissent des connexions via le Ethernet pour échanger entre eux les paquets de données. Donc, ce protocole, le protocole Ethernet, est actuellement le protocole le plus largement utilisé. Si on parle de la couche liaison de données, parmi ces protocoles, c'est le 3P. 3P, c'est un outil fiable et flexible pour établir des connexions à distance et transmettre des données sur des lignes de liaison série. Il est largement utilisé pour les connexions Internet et les réseaux locaux et continue d'être un choix populaire pour les connexions à distance. Donc, 3P vous permet d'établir une communication entre deux routeurs sans l'aide d'un hôte. Le troisième protocole, c'est le protocole ARP. Donc, ARP, c'est un protocole d'adressage de résolution. Donc, c'est un protocole réseau qui permet à un ordinateur de déterminer l'adresse MAC, associe une adresse IP spécifiée sur un réseau local. Cela aide à établir une correspondance entre l'adresse IP logique et l'adresse physique d'un ordinateur sur un réseau local. Donc aussi, si on parle toujours de la couche de liaison de données, donc la couche de liaison de données est divisée en deux sous-couches. Donc ces deux sous-couches-là, c'est la sous-couche MAC, Media Access Control, et la sous-couche LLC. Donc la couche MAC couvre l'adressage physique du périphérique réseau, comme l'adresse MAC et des cartes interface. Il s'agit d'une adresse de 48 bits qui rend toutes les cartes uniques par rapport à toutes les autres cartes sur toutes les autres périphériques. Donc, la sous-couche LLC se trouve les services de connexion et synchronisation de la transmission qui convient au moment où les bits commencent et s'arrêtent. Donc, maintenant, on va passer ensemble à la dernière couche, c'est la couche physique. Donc, cette couche est responsable de l'équipement qui facilite le transfert des données, comme les câbles et les routeurs installés sur le réseau. Cette couche est l'un des aspects de transmission de réseau où les normes sont essentielles. Sans normes, les transmissions entre les appareils de différents fabricants est impossible. Donc, ça, c'est tout ce qui concerne le modèle OSI. Maintenant, nous allons passer ensemble à la partie de la topologie du réseau informatique. Donc, la topologie, Cyrine, est-ce que tu peux passer à l'étape suivante? Oui, voilà, merci. Donc, la topologie du réseau informatique.
Les typologies de réseaux décrivent la façon dont les différents éléments d'un réseau sont connectés les uns aux autres. Il existe plusieurs types de typologies de réseaux, chacun avec ses propres avantages et ses propres inconvénients. Donc, le premier type de topologie de réseau, c'est la topologie en bus. Cette topologie est très simple à mettre en place vu qu'on a uniquement besoin d'un câble. Donc, dans une topologie en bus, tous les ordinateurs sont reliés à une même ligne de transmission par l'intermédiaire de câbles, généralement coaxiales. Le mot bus désigne la ligne physique qui relie les machines du réseau. Donc, les avantages de cette topologie, c'est que ça fonctionne bien quand vous avez un petit réseau. C'est la topologie la plus simple pour connecter des ordinateurs ou des périphériques de manière linéaire. Et cette topologie nécessite moins de câbles par rapport à la topologie en étoile et c'est très facile de connecter une nouvelle unité au réseau. Les inconvénients de cette topologie, c'est que c'est possible, c'est difficile d'identifier les problèmes si tout le réseau tombe en panne. Il est difficile aussi de résoudre le problème de périphériques individuels. Des terminaisons sont requises pour les deux extrémités du câble principal. Aussi, des périphériques supplémentaires ralentissent le réseau. Et aussi, si un câble principal est endommagé, le réseau tombe en panne. Donc ça, c'est tout ce qui concerne la topologie en bus. Maintenant, on va voir ensemble la topologie en étoile. Donc, dans cette topologie, tous les ordinateurs sont connectés à un point central comme un hub ou comme un commutateur. Les avantages de cette topologie, c'est que c'est très facile d'ajouter un autre ordinateur au réseau et au cas où un ordinateur des réseaux est tombé en panne, le reste du réseau continue de fonctionner normalement. Ce n'est pas comme la topologie en bus. Par rapport aux inconvénients, pour ajouter un appareil au réseau, ça coûte très élevé, notamment si vous utilisez un commutateur ou un routeur comme périphérique central. La première topologie, c'est la topologie en anneau. Cyril, tu peux aller vers la topologie en anneau, s'il te plaît? Donc, par rapport à la topologie en anneau, les ordinateurs sont connectés l'un aux autres dans un ordre spécifique pour former un cercle fermé. Les données sont transmises dans un seul sens autour de l'anneau. Donc, dans cette topologie, un paquet doit passer par tous les nœuds. Supposons par exemple que on a A, B, C, D, E sont des nœuds qui font partie du réseau en anneau. Le flux de données va de A Allô? et de C vers D et de D vers E. Dans cette condition, E veut envoyer un paquet à D
l'accès aux sources, on a besoin de la oui. Pardon, Rania, il y a eu une coupure dans ton micro. On entend. Donc, alors, vous voulez que je répète une autre fois la topologie en anneau? Oui, s'il te plaît, si c'est possible. D'accord, je vais vous répéter cette partie une autre fois. Donc, dans la topologie en anneau, les ordinateurs sont connectés les unes aux autres dans un ordre spécifique pour former un cercle fermé. Les données sont transmises dans un seul sens autour de l'anneau. D'accord? Donc, je vais vous donner un exemple. Je vais répéter. Donc, en fait, dans la topologie en anneau, disons que A, B, C, D, E sont des nœuds qui font partie du réseau en anneau. Le flux de données va de A vers B, ensuite de B vers C, ensuite de C vers D, ensuite de D vers E. Donc, dans cette condition, si E veut envoyer un paquet à D, le paquet doit traverser tout le réseau pour atteindre D. Donc là, je vais répéter une autre fois les avantages et les inconvénients de cette topologie. Donc, par rapport aux avantages, les risques de collision sont réduits. Donc aussi, il y a une égalité quand on parle d'accès aux ressources. On n'a pas besoin de serveurs pour contrôler la connectivité entre les nœuds. Donc, les risques aussi sont réduits de la collision de données car chaque nœud libère un paquet de données après la réception du jeton. Donc, en ce qui concerne les inconvénients de cette topologie, la topologie en anneau est indirectionnelle. Un paquet de données doit passer par tous les nœuds, comme on l'a déjà expliqué dans l'exemple. Une panne au niveau d'une station paralyse l'ensemble du réseau. Donc, si un seul appareil tombe en panne, donc ça veut dire que tout le réseau est tombé en panne. Il est plus difficile d'ajouter ou retirer un élément du réseau sans interrompre l'activité en cours. Donc, maintenant, nous allons passer à la topologie maillée. Donc, la topologie maillée est une topologie de réseau dans laquelle tous les nœuds du réseau sont connectés les uns avec les autres. Il n'existe pas de concept de commutateur comme la topologie en étoile ou d'ordinateur. Donc, la topologie maillée, c'est une évolution de la topologie en étoile. Donc, elle correspond à plusieurs liaisons point à point. Cette topologie n'est pas couramment utilisée, mais elle est toujours appliquée dans certains cas, comme par exemple dans les connexions point à point. Donc, quand on parle de cette topologie, on a deux types. Donc, c'est la topologie partielle maillée et la topologie totalement maillée. Donc, on va voir ensemble maintenant les avantages et les inconvénients de cette topologie. Donc, par rapport aux avantages, chaque connexion peut porter sa propre charge. Rania, pardon, ton micro, il a coupé. Allô, Rania? Rania? Si tu peux, s'il te plaît, activer ton micro. Oui, là, tu m'entends, Cyril? Oui, merci. Est-ce que je peux savoir, tu as écouté jusqu'où? Les inconvénients? Tu as écouté les avantages? D'accord, je vais de toute façon vous répéter encore les avantages et les inconvénients. On peut aussi recommencer cette partie, il n'y a pas de problème. Donc, la topologie maillée, c'est une topologie de réseau dans laquelle tous les nœuds de réseau sont connectés l'une avec les autres. Il n'existe pas de concept de commutateur ou de hub ou d'ordinateur qui sert de point
de communication centrale pour la transmission des messages. Donc, j'étais en train d'expliquer que la topologie maillée, c'est une évolution pour la topologie en étoile. Elle correspond à plusieurs liaisons point à point. On a dit aussi que la topologie maillée n'est pas couramment utilisée maintenant, mais elle est appliquée dans certains cas, comme par exemple dans les connexions point à point. Et cette topologie peut être divisée en deux types, la topologie partiellement maillée et la topologie totalement maillée. Là, on va voir ensemble les avantages et les inconvénients de cette topologie. Donc, pour les avantages, chaque connexion peut porter sa propre charge de données. Elle est robuste. Cette topologie est très sécurisée en ce qui concerne la confidentialité. Et si on a une erreur, c'est facile à détecter. Donc, une faute est diagnostiquée facilement. Maintenant, on va parler ensemble par rapport aux inconvénients de cette topologie. Donc, l'installation et la configuration sont difficiles si la connectivité devient plus importante. Donc, si on a beaucoup d'appareils, donc là, la configuration, elle devient un peu difficile. Donc, le coût de câblage est de plus en plus élevé dans le cas où une topologie maillée est entièrement connectée. Aussi, le câblage en masse est requis. Donc là, on a fini cette partie. On a fini aussi le deuxième sujet de notre webinaire, la topologie du réseau informatique. Merci.